L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil dominical, bienvenue sur l'invité. Chers amis internautes fidèles à ce rendez-vous télé sur ESAE TV, nous vous présentons d'entrée toutes nos excuses pour les différents rendez-vous manqués. Cela était indépendamment de notre volonté. On vous retrouve ce dimanche avec beaucoup plus de détermination et d'engagement à vous servir. Pour le premier numéro d'émission de cette rentrée télévisuelle, chers amis internautes, on reçoit ce dimanche le père Arnaud-Éric Aguenounon. Il est philosophe politique, analyste politique, spécialiste des questions des relations internationales, écrivain, essayiste. Avec lui, chers amis internautes, nous allons essayer d'analyser ce sentiment anti-français qui se propage sur le continent noir à travers l'observance de coups d'État. Ça et là, nous parlerons notamment du cas du Niger et du Gabon. Bonjour à vous, Père Éric Aguenounon. Bonjour Khaled. Merci d'avoir accepté l'invitation. Je vous en prie. Merci d'accepter de parler politique avec nous. C'est pas toujours facile de répondre à votre invitation, mais comme vous êtes insistant et comme beaucoup ne veulent plus intervenir dans le pays, ça c'est vrai. Voilà. Les politiques font beaucoup attention à ce qu'ils doivent dire, de peur d'être ou de fâcher les uns les autres. Alors, Père Éric Aguenounon, ce qui quand même cristallise aujourd'hui les opinions, c'est la situation au Niger. En tant qu'analyste politique, dites-nous quel est votre décryptage du coup d'État du 26 juillet au Niger. Je dois dire que le coup d'État du Niger est un coup d'État qu'il faut distinguer des autres coups d'État qu'il y a eu. Pourquoi il faut le distinguer? En Afrique de l'Ouest, parce que chaque pays avec sa situation géopolitique, géostratégique et puis sa situation de politique intérieure et de politique tout court. On avait eu des coups d'État au Burkina, oui. En Guinée, au Mali. Donc le coup d'État du Niger est un coup d'État qui a surpris parce que d'une part il y a eu les élections, on est en Afrique, il y a eu des élections, il y a eu un nouveau chef d'État, Bazoum. Pourquoi vous précisez qu'on est en Afrique? Est-ce que vous estimez que nos élections ne sont pas totalement libres, totalement transparentes? Nos élections ne sont pas crédibles, ne sont pas transparentes. Qu'est-ce qui vous amène à affirmer cela? Mais c'est tout ce qu'il y a chaque fois comme contestation de la part de l'opposition, la société civile qui réagit. Et donc celui qui est au pouvoir perd rarement les élections. Sauf s'il est en fin de mandat, il part et puis soit quelqu'un de son camp ou quelqu'un de l'opposition prend le pouvoir. Donc il y a eu des élections au Niger et donc le pays est quand même dans une certaine marche démocratique. Le problème sécuritaire
on ne l'entend pas avec acuité comme au Mali ou comme au Burkina. Donc on peut dire qu'il y a une certaine maîtrise sécuritaire. Et donc dans ce contexte-là, le coup d'État a surpris. Mais les coups d'État ont plusieurs origines. Et on sent là, à travers ce coup d'État, qu'il y a peut-être un divorce entre l'armée et le monde politique. Parce que mais pourquoi ce divorce? Vous étiez en train de dire qu'il faut distinguer ce coup d'État là des autres. Qu'est-ce qui le particularise? Pour moi, la particularité de ce coup d'État, c'est vraiment le divorce entre le monde politique et le monde militaire. Parce que vous savez, l'armée, c'est la grande muette. Elle est souvent au service du pouvoir politique. On a en Afrique beaucoup d'armées dont les officiers sont très bien formés. Et ils observent, ils voient comment vivent les politiques, ils sont à leur service, ils voient aussi la misère du peuple, ils voient plein de choses. Je ne dis pas ça parce que je défends les coups d'État. Les coups d'État sont inadmissibles. Les lois de la CEDEAO et autres, les constitutions même de chaque pays sont contre les coups d'État. Donc, un coup d'État militaire, c'est toujours un coup de force. Mais par analogie, il y a aussi des coups d'État institutionnels. Quand on change des constitutions, quand on organise des élections exclusives, voilà, tout ça sont des autres coups d'État institutionnels. D'autres formes de coups d'État. Donc, le cas du Niger a surpris, mais ces militaires-là ont voulu prendre leurs responsabilités. Mais ce qui est commun à ces coups d'État, que ce soit au Mali, au Burkina, il y a un sentiment anti-français. Anti-français parce qu'il faut aussi dire que politiquement, la politique française en Afrique pose problème. C'est une politique condescendante depuis des années. Il y a eu l'esclavage, il y a eu la décolonisation, avant ça la colonisation. Donc, on n'est pas sorti du tunnel. Et je crois que à ce niveau, il faut distinguer les choses, la politique française du peuple français, la politique française de la France qui est quelque part une tête d'adoption pour beaucoup de gens. Il y a beaucoup d'Africains qui vivent en France, très nombreux, qui sont naturalisés français et qui bénéficient de tout un système social, ainsi de suite. Donc, moi, je souhaiterais que, au lieu qu'il y ait un sentiment, parce qu'un sentiment n'est pas raisonnable, un sentiment n'est pas conceptuel, il faut vraiment que l'Afrique, dans sa globalité, puisse se prendre en main et se ressaisir et entrer dans un dialogue franc et autodéterminé. Cela passe par le désir d'une indépendance industrielle et une indépendance économique. Il faut aller à cette indépendance-là. Comment avoir une industrie? Comment transformer nos matières premières? Comment avoir une économie forte? Je crois que ce sont là les grands défis. Et quels sont les partenaires que l'Afrique peut avoir pour décoller industriellement, pour décoller économiquement? Mais si on focalise toutes les attentions sur les questions de sécurité, les questions de politique intérieure, nous n'allons pas nous en sortir. Parce que je crois que le but de toute nation, c'est l'indépendance économique et industrielle. Sans l'indépendance industrielle et économique,
Vous avez beau avoir une souveraineté sur papier ou juridique dans vos assiettes, dans le panier de la ménagère et dans les caisses de l'État, vous n'avez pas une indépendance. Vous n'avez pas une indépendance. Alors tout à l'heure, dans votre argumentaire, on peut déduire que ce coup d'État, comme bien d'autres, résulte quand même de cette propagation de ce sentiment anti-français. Alors, certains estiment que certains sont manipulés contre la France. Est-ce que vous partagez cet avis? Bon, moi je n'aime pas les situations... Est-ce que vous estimez que des guerres entre les grandes puissances, une guerre entre les grandes puissances est transposée sur le territoire africain? Oui, l'Afrique a été toujours un théâtre de guerre. C'est un théâtre de guerre, l'Afrique. Et dans 50 ans, l'Afrique sera le continent le plus peuplé. Et dans 50 ans, l'Afrique sera le continent qui aura une très grande croissance économique, le continent jeune et le continent qui a plus de ressources minières, énergétiques, agricoles que tous les autres continents. Donc, c'est un continent des enjeux. Et vous voyez, il y a la France, il y a l'Angleterre, il y a l'Allemagne, il y a les États-Unis, il y a la Russie, il y a le Japon, il y a la Chine. Donc, l'Inde et tous ces pays ont intérêt à avoir une part du gâteau africain. Mais au-delà de ces enjeux qui sont commerciaux, économiques, il y a une hégémonie politique et des questions de géostratégie qui poussent à faire de l'Afrique un théâtre de guerre pour vendre des armes, pour avoir la mainmise, parce qu'un pays qui est divisé, on le maîtrise mieux qu'un pays où tout va bien. Un pays où il y a une crise politique, c'est l'ouverture à toutes les ingérences. En diplomatie, on est contre les ingérences, mais il y en a toujours. Il y en a toujours. De différentes manières. Et donc, ces coups d'État sont le symbole de beaucoup de pathologies que vivent notre vivre ensemble, notre vivre politique et notre patriotisme. Alors, lorsqu'on parle de pathologie, est-ce que dans ces pathologies également vous retrouvez la soif de pouvoir d'État? Est-ce que vous y retrouvez également ça dans ce corpus de pathologie que vous décrivez à l'instant? Est-ce que vous estimez que les militaires aujourd'hui, qui autrefois étaient quand même de grands partisans de ce qu'ils qualifient de forfait des dirigeants déchus, lorsqu'on prend le cas du Gabon, celui qui recommande aujourd'hui, on connaît ses rapports avec le président déchu. Lorsque nous prenons également le cas du Niger, l'actuel dirigeant aussi, on connaît ses rapports aussi avec le président déchu. Alors, est-ce qu'on peut y voir de l'opportunisme dans les démarches de ces militaires-là? Ou une fibre patriotique purement? La question aurait tout son sens, sa portée, si elle était directement posée aux militaires. Moi, en tant qu'analyste politique, oui, ayant un regard extérieur sur la chose, je me rends compte que les militaires constituent une force citoyenne, une force patriotique à part entière, ayant un pouvoir d'armement, ayant un pouvoir de maîtrise du territoire, ayant un pouvoir scientifique avéré en matière de guerre, mais en matière d'instruction, parce que vous savez, il y a des médecins parmi eux, il y a des économistes, il y a des ingénieurs, il y a des sociologues, il y a tout. Donc, c'est un État dans un État, mais au service de l'État central. Et donc, quand il y a divorce entre l'État central et l'armée... Mais est-ce qu'au fond, lorsqu'on analyse, est-ce qu'il y a réellement divorce entre l'armée et l'État central, ou ce sont des militaires qui, ayant beaucoup plus
de popularité au sein de l'armée, décide de rompre les amarres. Appelons un chat un chat. Certains estiment que la Russie serait derrière l'instrumentalisation. Et parlons d'abord de façon méthodique. Oui. De façon méthodique, Oui. Aucun coup d'État n'est souhaité. Tout à fait. La preuve, quand le coup d'État échoue, ceux qui le fomentent vont tous en prison. Tout à fait. Ou même vont jusqu'à l'exécution. On les exécute. On les traite de traîtres. Voilà, attentat à la sûreté de l'État. Voilà, il y a des thèmes pénaux qui désignent ce coup de force-là. Donc, ce coup de force-là n'est pas admis. C'est inadmissible. C'est illégal. Maintenant, c'est quand ça marche que, bon, voilà, ils vont à la télé, ils vont parler, tout ça. Je ne pense pas, en tant qu'analyste, que en prenant tant de risques, des gens vont prendre le risque uniquement parce qu'ils sont soutenus par l'extérieur. Je suis sûr qu'eux-mêmes ont pris la décision en leur âme et conscience, en prenant la mesure, et peut-être ils ont été soutenus. Mais dire que c'est de l'extérieur qu'on les manipule, qu'on les prend comme des marionnettes, et à 100%, je dis non, je ne pense pas que des gens vont vouloir se jeter dans une aventure vraiment désespérante et en comptant juste une aide extérieure. Je ne le pense pas. Non, il peut y avoir. Il peut y avoir. Vous ne le pensez pas, c'est votre opinion à vous. Mais lorsqu'on y voit de près, comment comprendre que des hommes en uniforme qui ont aidé le pouvoir déchu à commettre des forfaits, si on peut le dire ainsi, puisque c'est le terme employé, comment comprendre que ces bras armés-là, tout de suite, qui hier étaient des bourreaux, sont tout de suite applaudis par la même population? Il faut dire une chose, que dans nos pays, il y a... Comment vous l'expliquez? Non, je vais aller. Oui. Dans nos pays, il y a toujours une population qui souffre. Les pouvoirs en place ont la chance de constituer autour d'eux des clans, des amis et de nouveaux riches. Et la classe moyenne élevée, c'est la classe des hauts fonctionnaires, la classe des chefs d'entreprise ou des cadres d'entreprise. Mais il y a une grande partie de nos populations africaines qui vivent au jour le jour et qui se battent pour avoir un repas par jour et qui sont marginalisés, qui sont rejetés, qui sont opprimés et qui vivent la douleur d'un régime. Je ne pense pas que c'est celui qui soit dans les girons du pouvoir. Je ne pense pas que lui va sentir la douleur d'un régime. Il ne va pas sentir qu'il souffre. Et ça peut être l'État le plus dictatorial du monde. Et ça peut être l'État le plus oppressif, le plus répressif du monde. Les amis du pouvoir ne sentiront pas du tout. Mais ce seraient les opposants et les citoyens lambda qui sentiront ça. Et donc, quand il y a coup de force, c'est eux qui vont jubiler d'abord. Ils vont jubiler d'abord. Alors, Père Éric Aguenouno, dites-nous, ce sentiment anti-français qu'on vous montre à travers les discours de part et d'autre, la France est prise comme véritable source de sous-développement de l'Afrique, disons-le clairement. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, en 2023, la France a encore une véritable emprise sur nos présidents africains? D'abord, les responsabilités sont partagées. Je ne pense pas que la France arrive tout de suite et se dirige vers une région minière, une région riche et commence par exploiter. Il y a forcément un contrat basique. Et c'est avec notre propre complicité. Chacun est complice de cela. C'est avec notre propre complicité. Donc, les responsabilités sont partagées. Et moi, je suis souvent choqué que des années
plusieurs décennies après les indépendances, on dresse un bilan sur notre développement en indexant à 100% l'Occident. On a des responsabilités aussi, parce qu'on a manqué d'avoir des dirigeants patriotes. Mais est-ce la faute? On a manqué d'avoir des dirigeants. Oui. On a manqué d'avoir des dirigeants patriotes. On a manqué d'avoir des dirigeants qui nous aiment et qui se sacrifient. Est-ce la faute à nos dirigeants? Je vous en prie, Oui, je vous en prie. oui. Et les dirigeants patriotiques ont été tués par leurs propres amis, ont été livrés par leurs propres amis. Donc, c'est tout pour comme d'autres sont déchus aujourd'hui par leurs propres amis. Oui, c'est pour vous dire à quel point nous-mêmes, nous sommes coupables. Et il faut que nous fassions notre examen de conscience, notre analyse et introspective pour que nous puissions trouver les vraies raisons de ce qui nous arrive. Et bien entendu, d'autre part, la France est coupable aussi de ce qui nous arrive parce que la politique française basée sur la France-Afrique allait en Afrique faire ce qu'elle veut, cette politique-là, avec la complicité des présidents que cette politique maintenait en place, ainsi de suite. Alors, lorsque vous décrivez tout ceci, est-ce qu'il n'y a pas un système politique qui est défectueux? Est-ce que vous pensez que tous nos dirigeants, à l'unanimité, sont apatrides? Le problème chez nous est un problème d'éducation, de conscience et de formation. L'éducation, la conscience et la formation. Comment on va en politique chez nous? Mais on va en politique pour se servir et asservir les autres. On va en politique parce que la politique est la voie royale d'une certaine ascension sociale. C'est la voie royale pour avoir de l'argent, pour s'enrichir. Mais est-ce qu'on fait réellement la politique pour servir le peuple? Est-ce que la politique est vraiment une école? Rares sont ceux qui ont commencé comme jeunes militants, conseillers municipaux, maires, députés, et qui vraiment sont allés à une école. Les universitaires qui sont nombreux en politique, qu'est-ce que ces universitaires-là apportent à la vie politique? Qu'est-ce qu'ils ont apporté? Les hauts cadres qui sont en politique, qu'est-ce qu'ils ont apporté? Voilà les vraies interrogations. S'ils apportaient quelque chose, ils seraient élus. Mais qu'est-ce qui se passe? Notre vie politique est structurée autour de l'argent roi. Et c'est celui qui a l'argent qui devient chef. C'est celui qui a l'argent qui contrôle tout. Que ça soit au Gabon, que ça soit dans plusieurs pays, Congo, ailleurs. C'est celui qui a l'argent qui contrôle tout. Et quand vous allez dans un pays développé, au contraire, ce sont les chefs d'entreprise qui font les chefs d'État. Voyez comment aux États-Unis, le candidat mobilise des ressources pour sa campagne. Ouais, on sent que c'est le monde des affaires qui soutient le chef d'État et qui fait le chef d'État. Ici, c'est le contraire. Ici, c'est le contraire. C'est le politique qui fait le monde économique. Et le monde politique doit être assujetti à la politique. Il faut alors aller à une refonte totale du système. Mais je crois que le travail qu'il y a à faire, c'est un travail d'éducation, de formation des consciences, de formation de l'être pour les générations à venir. Il faut former les générations d'aujourd'hui. Je donne un exemple. Quand on parle de la jeunesse, la jeunesse. Mais les jeunes, qu'est-ce que ces jeunes-là apportent de nouveau? Qu'est-ce que ces jeunes-là apportent? Est-ce qu'on a des espérances quand on voit les jeunes? Est-ce que les jeunes apprennent vraiment des anciens? Ou bien les jeunes sont pressés de balayer les anciens? Et quand ils balayent les anciens, qu'est-ce qu'ils instaurent? Donc, il faut former les générations d'aujourd'hui.
dans nos écoles, dans nos établissements, comment les jeunes sont formés. À l'université, comment sont nos frères, comment ils sont formés. Quelle est la structure intellectuelle, la structure patriotique de chaque citoyen. Mais à vous entendre, on a comme l'impression, on peut le déduire, que même si on renvoie la France, il y aura encore des problèmes. Mais bien sûr, mais on ne peut pas renvoyer la France et se donner à un autre à un autre pays occidental. Non. En fait, il ne s'agit pas... Encore qu'on sait comment d'autres pays traitent le partenaire. Ben oui, il ne s'agit pas de renvoyer les gens, mais il s'agit déjà nous-mêmes de nous former et de nous responsabiliser et d'aller vers une industrie et une économie forte. Si on les renvoie et si nous-mêmes on n'est pas capable de transformer nos matières premières, on n'est pas capable d'avoir une économie forte, une monnaie forte, c'est pas possible, on ne va pas s'en sortir. On va pas s'en sortir. Et donc, au lieu de renvoyer les gens, il faut que nous puissions avoir une économie forte, une monnaie forte, et il faut une autodétermination au plan industriel, au plan économique, pour entrer en partenariat d'égal à égal avec les autres. Et ça, c'est important. Déjà, la parité entre deux monnaies, ça, c'est déjà une faiblesse. C'est déjà une faiblesse. Une faiblesse. Alors, lorsqu'on revient, on parle du cas du Niger, par exemple, la CEDEAO, elle a une position par rapport à ce coup d'État. Elle envisage même une opération militaire pour dégager du pouvoir les putschistes. Est-ce que vous pensez que cette position paraît légitime? C'est une position politique, mais moi, je ne suis pas acteur politique pour avoir cette position. Je me sens citoyen et concitoyen et africain. Et je pense que si il y a des filières diplomatiques pour résoudre les problèmes, il faut adopter ces filières-là. Parce que l'Afrique a été morcelée de façon géométrique. Nous sommes tous les mêmes. Nous sommes tous les mêmes. Et quand on a un problème avec une junte militaire, on peut aller discuter avec cette junte, demander la libération de ceux qui ont été déchus, demander leur asile, mais on peut empêcher qu'ils aillent en prison. Mais les remettre à la place, je ne sais pas si politiquement c'est possible. C'est les hommes politiques, c'est à eux de répondre à ça. S'ils peuvent remettre une équipe déchue à sa place. Mais on peut permettre à cette équipe de sortir du pays, d'aller en exil, voilà. Et permettre aussi à cette jeune de travailler avec des civils capables de les aider et capables d'apporter quelque chose de neuf. Parce que les militaires sont appelés à passer la main. On a vu Mathieu Kérékou dans ce pays. Donc vous estimez que la CEDEAO aurait pu faire autrement que ce qu'elle fait aujourd'hui? Bien sûr que dans toute situation, il y a le moins de mal, le mal et le meilleur. La CEDEAO se retrouve où maintenant aujourd'hui, selon vous, si vous devez juger ou arbitrer? Je ne veux pas juger une institution comme la CEDEAO, mais je constate que la CEDEAO a été parfois impuissante par rapport au coup d'État. Mais pourquoi dans ce cas, elle réagit de cette manière-là? C'est pour moi une réaction qui n'est pas juste par rapport à d'autres réactions dans le passé. C'est deux poids, deux mesures. Et dans d'autres pays africains où il y a des coups d'État institutionnels, qu'est-ce que la CEDEAO peut faire contre? Mais non. Ces institutions-là existent peut-être de façon morale, mais je ne pense pas que ces institutions-là aient un poids solide, un poids juridique
Parce que chaque État est souverain. En matière de relations internationales, on dit chaque État est souverain. Mais est-ce que vous ne constatez pas que le dynamisme de la CEDEAO parfois résulte du président du moment? Oui, dans toute institution, même une association, même un parti politique, c'est le leader, le président qui donne une impulsion. Une impulsion. Mais attention, tout président est appelé à être entouré de bons conseillers. De bons conseillers. Des conseillers qui puissent l'éclairer et éclairer toute l'institution. Et si le président lui-même porte tout sur la tête, après on va dire, mais c'est ta faute, c'est pas notre faute. Tu ne nous as pas écoutés. Tu ne nous as pas écouté. Alors aujourd'hui, avec cette posture de la CEDEAO, certains analystes politiques estiment qu'elle est instrumentalisée par la France. Est-ce que vous pensez cela? Que la CEDEAO, au sein de laquelle il y a le Nigeria, le Ghana, pourrait être instrumentalisée par la France? On peut parler d'instrumentalisation à tout niveau. Et il est facile de dire que les gens sont instrumentalisés. Tout à l'heure, si vous avez suivi mon argumentaire, je préfère que chacun soit responsable de ce qu'il fait. Au lieu de dire, ah, ce que je fais là, les causes sont exogènes. Mais c'est irresponsable. C'est indigne de se dire que l'autre me commande. Et moi, je suis une marionnette. Je trouve que c'est indigne. Et je pense plutôt que chacun devra répondre de ce qu'il fait devant l'histoire, sans dire que c'est à cause de tel ou tel que j'ai fait telle ou telle chose. Mais que pensez-vous dans cet esprit de la position du Bénin face à cette crise? Vous parlez de la position du Bénin, mais le Bénin en tant que qui? Non, écoutez. La position du Bénin, je ne suis pas d'accord pour la question. Je ne suis pas d'accord pour l'image. On ne peut pas dire la position d'un pays. Non. On peut dire... Le gouvernement béninois. Mais le gouvernement béninois se situe dans une logique, dans la logique de la CEDEAO. Certainement, le gouvernement béninois n'a pas voulu se désolidariser de la CEDEAO. Oui, est-ce qu'en choisissant cette optique, il a tort? Il a tort, le gouvernement. Mais il ne nous revient pas de juger la position d'un gouvernement, parce que toute position a des conséquences. Quand vous êtes selon la position, ça a des conséquences. Mais je dis que dans cette situation-là, la meilleure voie, c'est la voie de la médiation, la voie de la conciliation. La voie qui permet de demander à la jeune de travailler avec des civils et de libérer et de permettre à ceux qui ont été déchus d'aller se soigner, d'aller en exil et de pacifier le pays au lieu de créer des tensions. C'est cette voie, selon moi, qui est la meilleure. Qui est la meilleure. Alors, quelle est votre opinion sur le coup d'État au Gabon? Le coup d'État au Gabon n'est pas pareil que les autres coups d'État. Je crois sur le même plateau, j'avais déjà dit qu'il y a des présidents qui sont au pouvoir depuis plusieurs décennies et une famille, la même famille au pouvoir depuis plusieurs décennies. Et puis j'ai dit, ces régimes-là, les tenants de ces régimes-là n'ont pas travaillé à se libérer d'eux-mêmes. Ils n'ont pas travaillé à se dire la vérité, en sachant qu'une autre personne peut faire mieux. Et c'est en passant la main qu'on découvre qu'il y a d'autres talents et qu'il y a d'autres professionnels politiques qui peuvent faire le travail avec efficacité, efficience et détermination. Là encore, un président malade, mais qui tient vaille que vaille, un régime qui fait du surplace dans un pays immensement riche, le deuxième territoire au monde à avoir une puissance verte. Après l'Amazonie, ils ont du bois, ils ont du pétrole.
non, tant et tant de richesses qu'il faut gérer avec un cœur détaché, qu'il faut gérer avec un cœur patriotique, qu'il faut gérer avec esprit de sacrifice. Mais quand quelqu'un ne l'a pas, la personne peut confesser « je ne l'ai pas » et passer la main. Et quand des militaires assistent à ça, témoins de ça, durant des années, durant des décennies, bon, un jour, ils se fâchent. Et surtout, je dis, les militaires sont de plus en plus formés. Je ne dis pas ça pour les dédouaner, mais je dis ça pour souligner les causes des coups d'État, les frustrations et les coups d'État institutionnels dont ils ont été témoins. Mais est-ce que les militaires au pouvoir, est-ce que cela est gage d'une bonne gestion du pouvoir d'État? J'ai dit tantôt que les militaires doivent s'associer aux civils et passer la main progressivement. On a connu Mathieu Kérékou avec tous ses visages. Mathieu Kérékou qui nous a ouvert le chemin de l'espérance démocratique. Mathieu Kérékou qui est revenu. Voilà, je crois que son humilité à partir est le chemin de son retour. Voilà. De son retour. Alors, nous tendons progressivement vers la fin de cet entretien. Alors, Père Eric Aguelno, à vous entendre, à vous suivre, j'aimerais bien vous poser cette question de savoir, est-ce que vous n'avez pas fait le constat que la plupart des militaires, lorsqu'ils font un coup d'État pour le pouvoir, ils ont du mal à partir? Il y en a, par exemple, au pouvoir, je ne vais pas citer les noms, qui sont au pouvoir depuis plus de 40 ans, par exemple, mais qui y sont arrivés par coup d'État. Alors, que prédit l'avenir pour ces nouveaux dirigeants militaires qui déjà commencent à oublier progressivement le treillis pour de beaux boubous, de beaux costumes, mais avec des discours qui, quand même, j'allais dire, fascinent les émotions. Le pouvoir est grisant. Et celui qui a les armes peut être séduit aussi par le pouvoir. Et en tant qu'humain, il peut venir et s'accrocher au pouvoir. Mais c'est déterminant. Mais c'est ce qu'on est venu, c'est ce qu'on est venu combattre. Non, pardon. Le coup d'État. C'est déterminant. Oui. Qui pousse l'homme à aimer le pouvoir. C'est déterminant des gemmes en tout homme. En tout homme. En tout homme. Que ce soit une personne qui est dans une société religieuse, dans une société militaire ou dans une société civile, chacun a ces gemmes-là. Il revient aux militaires de faire violence sur lui-même et de ne pas prendre goût. Et de ne pas prendre goût. De ne pas prendre goût. Parce qu'on peut prendre goût au pouvoir. Même si vous ne prenez pas goût au pouvoir, votre entourage veut que vous restiez. Votre entourage veut que vous restiez. Et il y a la question de l'entourage. Et il y a beaucoup de choses en jeu. Le pouvoir, c'est pas ce que vous voyez là, c'est pas ce que vous percevez là. Oui, justement, je ne vais peut-être pas appeler le nom d'un président, mais on a vu des candidats à la présidentielle qui avaient une certaine fougue, défendaient, c'est-à-dire allaient contre certains présidents d'alors qui voulaient s'éterniser au pouvoir. Mais on voit que eux aussi, aujourd'hui, une fois au pouvoir, cherchent par tout ce que vous avez qualifié par exemple de coup d'État institutionnel, des voies et moyens pour s'éterniser au pouvoir. Alors, est-ce qu'il ne faut pas aujourd'hui penser à nos textes pour revoir un peu ceux qui donnent des prérogatives à nos institutions, à fortiori nos présidents? Oui, il est vrai qu'on peut renforcer les tests. Mais en Afrique, nous ne respectons pas les tests. Justement. L'Afrique, c'est le monde de l'oralité. C'est le monde du plus fort. Et c'est le monde de celui qui s'appuie sur les ressources endogènes, les esprits endogènes pour tenir le pouvoir. Et imaginez tout ce qu'on peut faire quand on est au pouvoir. Imaginez tout ce qu'on peut commettre quand on est au pouvoir. Mais il y a une peur de quitter le pouvoir. Il y a une peur de l'après-pouvoir. Il y a même une peur. Mon dauphin, celui que j'ai choisi comme dauphin, est-ce qu'il va me respecter? Est-ce qu'il va continuer à m'entretenir?
Donc il y a toutes ces inquiétudes-là qui font que... Donc on dit que c'est l'après-pouvoir qui fait que d'autres sont présidents à vie pratiquement. L'après-pouvoir, mais aussi tout ce qu'on a semé. Tout ce qu'on a semé. À qui il faut laisser? Mais est-ce qu'il faut pas, ils ont même peur de la trahison. Oui. La trahison du meilleur ami. La trahison du meilleur dauphin. Justement, est-ce qu'il ne faut pas guérir ce mal-là? Parce qu'on a comme l'impression que c'est ce mal-là qui est... Mais c'est pour nous guérir de ça qu'on a institué la démocratie. Mais est-ce que cette démocratie est faite pour l'Afrique? Ce qui fait, je vous en prie, oui. Ce qui fait la beauté de la démocratie, c'est l'alternance à travers les élections. Mais si les élections sont truquées, elles ne sont pas crédibles, si les élections sont des parodies d'élections, et si on peut se maintenir par des coups d'État institutionnels, alors là, la véritable question se pose. Comment incarner une démocratie selon nos us et coutumes? Comment inculturer une démocratie? Parce que la démocratie est inachevée, elle est indéterminée. Mais comment construire une démocratie pour un pays pauvre, pour un continent pauvre comme le nôtre? Donc pour vous, la démocratie n'est pas faite pour l'Afrique? Je ne l'ai pas dit. La démocratie est souhaitée, mais il faut la construire. Il faut l'adapter. Il faut la construire, l'adapter, et il faut être éduqué à ça. Mais est-ce que nous sommes éduqués à la démocratie? C'était tout un travail. Et la démocratie s'accompagne aussi d'une certaine revalorisation, d'une certaine industrialisation et d'un certain capitalisme. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes démocratique alors que vous êtes pauvre. Vous ne pouvez pas dire je veux vivre la démocratie alors que vous n'avez pas de commodité. Ça ne marchera pas. Alors aujourd'hui, de plus en plus sur le continent, comme on nous disait tantôt dans cette émission, on sent une propagation de mouvements anti-français. On estime que la France, elle manipule trop nos dirigeants et donc elle doit partir. Et donc tous ceux qui sont qualifiés de dirigeants marionnettistes de la France doivent partir. On a de beaux discours sur la bonne gouvernance, sur l'état de droit, sur la démocratie. Mais attention, oui, voilà. Attention à ça. Attention parce qu'on ne connaît pas suffisamment les personnes. Dans certains pays, on peut taxer un candidat de pro-français et trouver que non, l'autre, il est anti-français. Et l'anti-français, celui qui nous paraît comme anti-français, il est élu et en fait, il se révèle comme pro-français. Donc, faisons attention à ces considérations-là. Et c'est à l'œuvre qu'on connaît l'artisan. Et c'est à l'œuvre qu'on connaît la saison. Alors aujourd'hui, lorsque il y a ce vent anti-français, aujourd'hui beaucoup plus on sent que, par exemple, il y a déjà mis sur pied la communauté des États du Sahel, on sent qu'il y a beaucoup plus une volonté d'aller vers la Russie. Que pensez-vous de ce partenariat qui est souhaité par certains pays africains? Je sais que on a de bons liens avec la Russie. Beaucoup de cadres ont été formés en Russie, mais la Russie ne fait pas partie du G8. La Russie n'est pas une puissance économique, n'est pas une puissance industrielle. Et de ce point de vue, la Russie ne peut pas tout nous apporter. La Russie a peut-être une lutte de dignité comme nous. Et la Russie veut avoir une place aussi. Et quand la Russie veut avoir une place, la Russie veut des alliés. Et aujourd'hui, la Russie a une autre guerre en Europe. Mais la Russie veut avoir une autre place en Afrique. Et aujourd'hui, l'Afrique, c'est le théâtre de la guerre entre la Russie et d'autres pays. Et je crois que la Russie, comme partenaire militaire, sécuritaire, d'accord. Mais la Russie, comme partenaire économique et industriel, cela me pose des questions. Je me pose des questions. Alors, avant dernière question, un mot à ces panafricains qui sont déterminés, qui sont engagés à faire partie certains dirigeants du pouvoir. Je vais dire une chose. La plupart de ces panafricains-là, quand ils sont chassés de leur pays, ils vont où?
il se réfugie où? Il se réfugie en Europe, en France ou dans d'autres pays européens. Donc, toute idéologie reste une idéologie. Mais c'est à l'œuvre qu'on reconnaît l'artisan. Voilà, Vous je avez dis tout pas dit. plus. Vous dites pas plus. Alors, très clairement, pour ou contre une opération militaire au Niger? À travers mon argumentaire, vous savez que Oui. je ne suis pas un homme de guerre. Vous voyez ma tenue, je ne suis pas un homme de guerre. Je suis un homme de paix. Donc, comme vous l'avez déjà dit, pour la conciliation, alors vous devez regarder droit dans la caméra et dire un mot à l'endroit de vos sympathisants qui ont bien voulu suivre cet entretien ce dimanche. Non, je n'ai pas de sympathisants. Je ne suis pas un acteur politique. Je suis un citoyen comme tout le monde. Et je souhaite que les citoyens soient davantage éclairés, se fassent leur propre opinion des choses et soient davantage responsables, engagés et qu'ils soient de vrais sacrificateurs, des citoyens qui se sacrifient pour leur pays et le pays dont nous portons la carte d'identité, le pays dont nous portons la culture, le pays dont nous portons l'identité et que nous puissions redonner au pays tout ce que le pays nous a donné. Merci à vous, Père Arnaud Éric Aguenounon, chers amis internautes. On retient de cet entretien que l'invité a tenu à faire quelques analyses sur le coup d'État au Niger. Pour lui, il faut distinguer le cas du Niger. Il avait argumenté dans ce sens-là. Il a fait savoir, selon ses propos, que nos élections en Afrique ne sont pas crédibles. Les coups d'État sont inadmissibles, a-t-il martelé au cours de cet entretien. Il appelle à distinguer, j'allais dire, la politique française du peuple français. Il a également opiné largement dans ce sens-là, et il a fait savoir que chacun est complice. Les responsabilités sont partagées par rapport à tout ce qui est décrié depuis un certain temps sur le développement de l'Afrique. Nous sommes coupables et il faut notre examen de conscience, a laissé entendre sur ce plateau le père Arnaud Éric Aguenounon. Il invite à une éducation des consciences et à une formation, car on ne va pas en politique pour asservir les gens, mais pour servir le peuple. Notre vie politique s'articule autour de l'argent, se désole le père Éric Aguenounon, l'analyste politique et philosophe politique. Pour lui, il ne s'agit pas de renvoyer les gens, mais de responsabiliser, de nous responsabiliser pour une autodétermination, pour le développement réel économique. La meilleure voie est celle de la médiation et de la conciliation, a-t-il dit lorsqu'il a été interrogé par rapport à la position de la CEDEAO face au coup d'État au Niger. Pour lui, je le répète encore, la meilleure voie est celle de la médiation et de la conciliation, car il ne saurait avoir d'intervention militaire. Pour lui, il ne faut pas qu'il y ait de guerre. La Russie n'est pas une puissance économique ni industrielle. Elle ne peut pas tout nous apporter. On peut également déduire des propos du père Éric Aguenounon. J'espère que j'ai été plus ou moins récapitulatif. Je vous remercie. Merci également à vous. Merci d'être toujours disponible. Je rappelle à nos amis internautes que vous êtes un philosophe politique, analyste politique, écrivain, essayiste, spécialiste des questions des relations internationales. Merci à vous. Très sincèrement, merci. Merci d'être passé sur ce plateau de l'invité. Chers amis internautes, prenez le rendez-vous à 19 h pour le JT des JT avec Billy Laibi. Voilà.